Bonjour chers étudiants, la dernière séance, nous avons vu en détail le microprocesseur. On a vu aussi ses caractéristiques et ses critères de choix. Et aussi, nous avons commencé à, à voir la mémoire en général. Et on a vu que généralement, on parle de deux types de mémoire principale. Ici, on parle de la mémoire SRAM, statique, et la DRAM, dynamique. Donc, étant donné les caractéristiques des SRAM et DRAM, on peut en déduire les propriétés suivantes. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, quand on a expliqué la dynamique RAM, on a vu qu'elle est basée sur les condensateurs et aussi elle est basée sur le chargement et le déchargement des condensateurs à l'intérieur d'un circuit électronique. Alors, et on a dit aussi que pour que ces condensateurs gardent leur charge, il faut toujours faire ce qu'on appelle un rafraîchissement de mémoire, c'est-à-dire donner de l'électricité à chaque moment afin que la mémoire dynamique garde l'information qui se trouve dedans. Alors, on a dit aussi que la dynamique RAM ou bien la DRAM est normalement est la mémoire utilisée comme mémoire principale. Et elle pourra aller jusqu'à 8 gigaoctets, 16 gigaoctets généralement, d'accord? Mais pour la SRAM, c'est trop petite. Pourquoi? Parce que le coût de fabrication des mémoires statiques est élevé par rapport au coût de fabrication des mémoires dynamiques. C'est pour cela on utilise les statiques mémoires à l'intérieur d'un microprocesseur comme on peut dire comme une mémoire euh, comment dirais-je, c'est ce qu'on appelle une mémoire euh, cache. Donc, voilà, j'ai trouvé le terme. C'est la mémoire cache. Alors aussi, je répète, il y a de grandes différences entre une mémoire statique et une mémoire dynamique. Donc on peut dire que la SRAM est rapide mais chère et la mémoire dynamique des RAM est lente mais bon marché. Donc ça veut dire que on ne peut pas travailler avec les SRAM comme mémoire principale. Donc déjà la mémoire dynamique, déjà elle est suffisante. Donc on peut travailler avec comme mémoire principale qui communique toujours avec le microprocesseur. Et pour la SRAM, pourquoi il est rapide? J'ai dit la dernière fois que les SRAM ne sont pas basés sur les condensateurs comme les mémoires dynamiques, mais ils sont basés sur ce qu'on appelle les bascules. Et vous vous rappelez de l'aimant qu'on a, de semi-conducteur qu'on a, que je vous ai montré la dernière fois. On a dit que si on inverse la polarisation de l'aimant, soit il passe à droite, soit il passe à gauche. Et normalement, quand il passe à gauche et vous, vous coupez l'électricité, il restera toujours à gauche. D'accord? Ce n'est pas comme la mémoire dynamique. La mémoire dynamique, s'il possède une charge, si vous coupez par la suite l'électricité, automatiquement, cette zone sera déchargée. Et finalement, elle va perdre l'information qui se trouve dedans. D'accord, on continue toujours avec les mémoires et on parle maintenant de la mémoire RAM, qui est l'abréviation de Read Only Memory. D'accord? On peut dire aussi la mémoire morte ou bien une mémoire à lecture seule. Bah, c'est quoi la mémoire morte? En fait, c'est une mémoire qui garde l'information pour toujours.
Généralement, on n'utilise pas cette mémoire comme mémoire principale ou bien une mémoire cache. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une mémoire à lecture seule. Ça veut dire, je mets l'information à l'intérieur, mais je n'aurai pas le droit de modifier à chaque moment. D'accord? Mais on dit pourquoi on utilise cette mémoire. Normalement, cette mémoire ROM est utilisée dans un circuit électrique qui se trouve à l'intérieur de la carte mère et qui garde quoi comme information? Qui garde la configuration de base de votre marque de PC, et qui garde la date et leur système, qui garde la langue utilisée dans la configuration de base. Ici, je ne parle plus du système d'exploitation, mais je parle de ce qu'on appelle le BIOS. Donc, le BIOS, ou bien le Basic Input Output System, que je vais en parler par la suite, c'est un petit programme qui se trouve à l'intérieur d'une mémoire à lecture seule. Pourquoi à lecture seule? Parce que le fabricant d'une marque X, par exemple, quand il crée son PC, il faut mettre un programme dedans. C'est celui qui va inspecter tout le matériel, c'est lui qui va garder les paramètres essentiels de votre ordinateur. Et donc, tout ça, normalement, ne doit pas être modifié par l'utilisateur. C'est pour cela on le met à l'intérieur d'une mémoire à lecture seule. Encore, si vous vous rappelez bien des DVD ou bien des CD. Alors, un CD ou bien un DVD, c'est aussi une mémoire morte, une mémoire ROM. Pourquoi? Parce que lorsque vous gravez une information ou bien des données sur votre DVD, ça y est, donc le DVD, l'information qui se trouve dedans va rester tout le temps. Donc, on ne peut pas supprimer et mettre encore une autre information. Donc, les DVD et les CD, ce sont des mémoires à lecture seule. D'accord? Donc, je peux dire maintenant que la mémoire morte est une mémoire non volatile. La dernière fois, on a parlé de la mémoire principale, la RAM. Donc, la RAM est une mémoire volatile. Ça veut dire qu'elle perd son contenu lorsqu'il n'y a plus d'électricité. Mais pour la mémoire RAM, elle garde l'information, même s'il n'y a pas d'électricité. Donc, vous allez voir ça en détail par la suite dans le cours d'architecture des ordinateurs. Donc, généralement, voilà les différents types de mémoire. Il y a, je dis les mémoires mortes. Hein. Les mémoires mortes, il y a la PROM, il y a la ROM, Read Only Memory, et le PROM, c'est programmable ROM. Ça veut dire que c'est une ROM programmable. Donc, le P signifie programmable. Alors, concernant les programmables ROM, ce sont des ROM programmables, mais comment? Soit ce sont des mémoires électriquement programmables, d'accord? Ou bien je dis, ça veut dire érasable, ou bien effaçable. Soit ces prompts sont effaçables, ça veut dire on peut effacer leur contenu. Et là, je pars juste de ce côté-là parce que c'est le plus intéressant. Maintenant, on n'a plus ça, donc c'est ancien. Et dans les érasables programmables ROM, on trouve UVPROM, ça veut dire ultraviolet PROM. Alors, ça, ce sont quoi? Là, j'ai dit tout à l'heure que la ROM est en lecture seule. Donc, on ne peut pas modifier. Ça veut dire écrire et lire en même temps. Et quand je dis effaçable ROM, il y a trois types. Il y a les programmables ROM par ultraviolet, c'est-à-dire vous avez une puce ROM qui contient deux données. Alors, ces données, normalement, ne sont pas modifiables.
Donc, vous ne pouvez pas créer un programme qui met à jour vos données à l'intérieur, mais vous pouvez l'effacer et recommencer dès le départ. Mais cela prend un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre votre mémoire ROM sous les rayons ultraviolets. À un certain moment, vous allez trouver que votre mémoire est effacée. Ou bien, vous pouvez donner un ensemble de signaux électriques, d'accord, pour l'effacer. Mais généralement, les PROM, on ne peut pas modifier leur contenu que si vous voulez effacer le tout et reprogrammer la mémoire dès le départ. Donc, les mémoires mortes standards, ce sont des mémoires, bien, ce sont des circuits dont le contenu a été programmé à sa fabrication. Donc, lors de la fabrication, c'est là où on met le programme qui se trouve à l'intérieur et qui ne peut plus être effacé ni modifié. Donc, je peux dire que effacé par ultraviolet ou bien par électricité, oui. Mais cela prend du temps. Alors, une mise à jour de son contenu implique donc un remplacement de circuit. Donc, le coût relativement élevé de leur fabrication impose une fabrication en grande série. Et donc, au départ, ces mémoires étaient utilisées pour stocker les parties bas niveau du système d'exploitation de l'ordinateur, comme le BIOS. Alors, PROM, il s'agit d'une ROM dont le contenu est créé par l'utilisateur à l'aide d'un programmateur de PROM. Donc, quand je dis programmateur de PROM, c'est aussi une autre petite machine qui sert à programmer. Là, ici, je parle plus de Java ou bien de C++, de langage connu, mais c'est comme un brûleur ou bien un graveur. Alors, le graveur, c'est quoi? C'est un brûleur, en fait, qui grille quelques zones. Donc, et les zones grillées, normalement, contient 0 et les zones non grillées contient 1. Et quand je dis 0, 1, ça, ce sont deux types d'informations. Donc, soit l'information existe, 1, soit il n'existe pas, 0. Donc, peut être écrite ou programmée via un dispositif spécial appelé programmeur PROM. Donc, j'ai dit que c'est une petite machine. Et typiquement, ce dispositif utilise des tensions élevées pour détruire définitivement ou créer des liens internes, d'accord, fusibles ou antifusibles, dans la puce. Et par conséquent, une PROM ne peut être programmée qu'une seule fois. D'accord? C'est comme les gravures des pharaons. Alors, vous voyez des dessins. Les dessins sont gravés sur les murs. Donc, on ne peut pas encore modifier les dessins. Donc, ce sont gravés depuis longtemps. Donc, c'est la même chose que les mémoires ROM. Les PROM, ou bien Erasable, Programmable, Read-Only Memory. Alors, ce type peut être effacé, d'accord? Ces puces possèdent une petite fenêtre de quartz, comme ça. Ça, c'est une petite fenêtre en quartz, permettant de laisser passer les rayons ultraviolets, d'accord, d'un effaceur d'EPROM ou brûleur d'EPROM, d'accord. Alors, tout simplement, si vous avez ce type de mémoire et cette mémoire est déjà remplie par un certain nombre d'informations, pour l'effacer, il faut tout simplement ouvrir une couverture qui cache la fenêtre, cette fenêtre-là, et la mettre devant, et aussi un petit dispositif, bien une petite machine, d'accord, qui fait l'émission de l'ultraviolet vers cette fenêtre. Et après après un certain délai, vous allez remarquer que la mémoire s'efface automatiquement. Je sais que c'est un peu ancien. Maintenant, il y a d'autres techniques que l'on va voir ensemble.
Encore, voilà, ce sont des types, ça c'est une EEPROM, ça c'est un programmeur d'EEPROM. On met l'EEPROM à l'intérieur ici, et on clique sur le bouton marche et vous allez remarquer que votre EEPROM va être effacé. Voilà, donc ça c'est, je sais que c'est ancien, mais on doit savoir quand même. Et maintenant, les Electrically Erasable Read-Only Memory, alors, ce sont des mémoires PROM effaçables, mais contrairement aux EPROM, celles-ci peuvent être effacées par un simple courant électrique. Ça veut dire on donne du courant électrique et ça y est, elles seront effacées. C'est-à-dire qu'elles peuvent être effacées même lorsqu'elles sont en position dans l'ordinateur. Alors maintenant, nous allons voir la mémoire flash. Et on peut dire que contrairement aux mémoires Electrically Erasable Programmable ROM classiques, utilisant 2 à 3 transistors par bits à mémoriser, la flash ROM utilise un seul transistor. D'accord? La densité de la mémoire flash est plus importante, ce qui permet la réalisation de puces contenant plusieurs centaines de mégaoctets. Et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de gigaoctets. D'accord? Aussi, l'OTP, c'est ancien, donc je vais passer ça. C'est pas important. Et je passe directement au disque dur. Voilà, ça c'est le plus intéressant pour nous. Donc, vous savez c'est quoi un disque dur, bien sûr. Un disque dur, c'est un matériel informatique qui permet de stocker à l'intérieur plusieurs gigaoctets et même plusieurs téraoctets de données. D'accord? Alors, généralement, je vais parler un petit peu du contenu du disque dur. Alors, le type de disque dur que vous voyez ici s'appelle un disque dur HDD. HDD, je répète, c'est HDD. Ce n'est pas le SDD. D'accord? Alors, regardez, le HDD, comment il est? Il contient plusieurs plateaux, ou bien plusieurs disques, un axe, donc le disque tourne autour de l'axe. Il y a une tête de lecture qui se déplace ici comme ça, comme vous voyez. Là, on se déplace pour lire les données. Et bien sûr, le disque tourne. D'accord? Il y a un servo commande qui commande l'aiguille et une interface IDE. Et maintenant, on a l'interface SATA, soit IDE. Et l'alimentation électrique. Et ce qu'on appelle un cavalier pour rendre le disque dur soit principal, soit secondaire. Je sais que cette architecture maintenant a devenu ancienne, mais je voulais bien citer que jusqu'à maintenant, il y a des ordinateurs qui possèdent le HDD. Alors pour les gens qui veulent utiliser leurs ordinateurs jusqu'à 2025-2026, c'est pas la peine d'acheter dès maintenant un ordinateur avec un disque dur HDD. Alors il faut passer vers le SDD. D'accord? Le disque dur SDD. Donc je vais vous expliquer la différence. Alors regardez, le HDD, normalement quand il tombe sur Terre, ou bien l'ordinateur tombe sur Terre, c'est fort probable que l'aiguille perd sa position. Ou bien peut-être que l'aiguille soit bloquée. Donc ce type de HDD est normalement est fragile. D'accord? Donc il faut bien faire attention à ce que l'ordinateur ne tombe pas et ce que le disque dur ne tombe pas. Donc aussi, la durée de vie de ce type de disque dur est faible. Donc généralement avec ce disque dur, ne peut pas dépasser 5 ans, 6 ans sans problème. Je dis sans problème. Aussi, puisqu'il y a un moteur qui fait tourner les disques, et vous savez bien que les moteurs
c'est l'énergie cinétique, on consomme beaucoup d'énergie. Donc finalement, on entend, lorsqu'on met l'oreille au-dessous de l'ordinateur, on entend le son de notre disque dur qui tourne. Et aussi, on entend aussi parfois les tic-tac de l'aiguille. Ok? Et finalement, je peux dire que c'était un bon disque dur à l'époque, mais maintenant, on doit commencer à passer vers le disque dur SSD parce que c'est vraiment intéressant. Alors, le disque dur, normalement, SSD ne contient pas de plateau, ne contient pas d'aiguille, il n'y a pas de moteur à l'intérieur. C'est tout simplement, il est basé sur le principe de la mémoire flash. C'est comme une mémoire flash. Alors, c'est-à-dire, à l'intérieur de ce disque dur, il y a des bascules et avec l'électricité, on peut modifier ces bascules. On peut dire aussi que le disque dur SSD, c'est comme une clé USB. D'accord? C'est comme la clé USB. Donc, ce sont tous basés sur la mémoire flash. Actuellement, il n'y a pas de grande capacité de disque dur SSD. On trouve généralement sur le marché, généralement beaucoup 128, 256. Et si vous avez la chance, vous pouvez trouver 512 gigaoctets, si vous avez de la chance. Et je sais très bien qu'il y a encore plus. Mais vous savez qu'un disque dur SSD est beaucoup plus cher que le disque dur HDD. Alors pour acheter juste un disque dur SSD de 128 gigaoctets, d'après mes simples connaissances en commerce, cela demande presque, je me rappelle, 400 dirhams, 350, 400 dirhams pour un disque dur de 128. D'accord? Et si vous avez la chance, vous pouvez le trouver à 250. Ok? Et là, je parle d'un disque dur occasion, pas nouveau. En nouveau, c'est encore plus. Voilà, là, je parle des interfaces. L'interface IDE, ça, c'est l'ancien interface. Maintenant, on ne trouve plus. D'accord? Donc, l'interface IDE, ça y est, on va pas parler trop. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'interface Serial ATA. Alors, Serial ATA, c'est petit. D'accord, voilà, je parle de ça, c'est pas ça. Ce que vous voyez ici, c'est l'interface de l'alimentation. C'est là où on fait passer l'électricité pour le disque dur tourne. Et ça, c'est l'interface Serial ATA. Alors, le SATA est de plus en plus présent sur les PC du bureau. Il apporte un gain de vitesse et la possibilité de se connecter à chaud. Donc, le standard Serial ATA est un bus standard permettant la connexion de périphériques de storage à haut débit. Donc, la différence entre IDE et SATA, c'est simple. Donc, SATA est beaucoup plus petit que le grand IDE. D'accord? Et aussi, la vitesse de transfert de données à travers un SATA est beaucoup plus élevée. Donc, si vous voyez pour le IDE, c'est environ 133 mégaoctets par seconde. D'accord? Et pour l'interface SATA, c'est 300 mégaoctets par seconde. Et encore plus, ça dépend de la version de SATA. D'accord? Ça dépend de la version. Donc actuellement, on peut même dépasser 300 mégaoctets par seconde. Voilà, donc il y a aussi ce qu'on appelle l'interface SCSI, Smart Computer System Interface.
D'accord? C'est aussi un ancien type d'interface. Et pour le disque dur, généralement, je ne veux plus parler de ça en détail parce que ça est devenu un petit peu ancien. On a déjà expliqué il y a un cylindre à l'intérieur d'un disque dur HDD. Là, je parle de HDD. Et à l'intérieur, il y a des secteurs, d'accord? Et des pistes. Alors, les pistes, c'est tout ça. C'est tout l'anneau que vous voyez. Et à l'intérieur de chaque anneau est décomposé en plusieurs morceaux. 1, 2, 3, 4. Chaque morceau s'appelle un secteur. D'accord? D'accord. Alors, normalement, pour différencier si votre ordinateur est de type SSD ou bien HDD, ben, je vais vous montrer maintenant comment on peut faire ça. Tout d'abord, il faut aller vers la recherche en bas de Windows et taper défragmenter ou bien optimiser. Défragmenter, bon, défragmenter et optimiser les lecteurs. Vous cliquez et là vous voyez votre lecteur C et là on peut voir, euh, comme vous voyez ici, que le disque dur est un disque dur SSD. D'accord? Pour savoir la capacité de ce disque dur, c'est simple. Il faut juste cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches, sur une zone vide, et cliquer sur gestion des tâches. Ou bien, il y a une combinaison CTRL-ALT supprimé sur le clavier. Alors, vous cliquez sur performance et vous voyez le disque dur. Parfois, vous pouvez même voir ici si le disque dur est SSD ou bien HDD. Ici, en bas. Et sinon, il faut passer vers optimiser et défragmenter le disque. Alors là, vous voyez que moi, je possède, voilà, la capacité, ça se voit ici, c'est 100, c'est presque 120, c'est 219, mais en fait, c'est 120 gigaoctets. D'accord? 120 gigaoctets. Et vous savez pourquoi normalement il affiche 119? C'est parce que généralement, lorsque votre disque dur est nouveau, vous voyez 120. Mais avec l'utilisation des disques, avec le temps, vous pouvez perdre certains secteurs. Donc, vous pouvez perdre certaines zones. Alors, les zones perdues ne sont pas comptées ici. C'est pour cela qu'on affiche toujours moins de la capacité, une valeur encore moins que la capacité réelle du disque dur. D'accord, je continue. Donc, en résumé, concernant le disque dur, je vous conseille d'utiliser un disque dur SSD. Et si vous voulez de la capacité, vous pouvez utiliser l'HDD comme un disque dur externe. Donc HDD comme lecteur externe, mais SSD, c'est comme disque dur interne. Vous allez remarquer lorsque vous utilisez le disque dur SSD que l'ordinateur devient beaucoup plus rapide. Lors de démarrage, c'est très rapide, c'est même pas quelques secondes, il démarre. Lorsque vous ouvrez des logiciels, c'est extrêmement rapide par rapport à un simple HDD. Alors, on passe maintenant à la carte graphique. Ça, c'est le composant le plus important pour l'affichage. D'accord? Et surtout, le composant essentiel pour les personnes qui font des jeux vidéo. Donc, on entend par la carte vidéo ou bien la carte graphique. C'est une carte d'extension qui permet de transformer un flux de données digitales en un signal analogique compréhensible par un écran. Alors, c'est quoi son rôle exactement? Alors, vous savez qu'à l'intérieur de la machine, à l'intérieur de la carte mère,
l'information qui circule entre la mémoire et le processeur n'est que des signaux électriques. D'accord? Que des 0 et 1, que des signaux électriques, présence d'électricité ou absence d'électricité. Donc, comment peut-on convertir cette électricité ou bien ces signaux électriques en images et vidéos? D'accord? Alors, pour faire cette conversion, il nous faut un dispositif, ou bien une carte comme la carte graphique. C'est elle qui reçoit les données numériques. Voilà, là on trouve des données numériques qui sont que des signaux électriques de cette interface-là. Il y a à l'intérieur un processeur qui s'appelle le GPU, ou bien la GPU, d'accord? Et la GPU, c'est elle qui fait le traitement des informations à l'intérieur de la carte graphique pour qu'il le rend compréhensible par l'écran. C'est-à-dire, on traite les données entrantes à partir d'ici, on les traite là et on les envoie vers les sorties. Là, ici, on a 3 sorties. D'accord? Alors, on branche l'écran soit par là, soit par là, soit par là. Selon ce que vous avez comme connecteur. Est-ce que vous avez le VGA ou bien vous avez le HDMI ou bien autre? Voilà, donc on a parlé de la carte graphique du microprocesseur graphique. Alors là, à l'intérieur d'une carte graphique, on trouve quoi ici? On trouve un processeur graphique, ou bien ce qu'on appelle la GPU. D'accord? Et sur le processeur graphique, on met quoi? Un radiateur. D'accord? Le rôle de radiateur, c'est de faire circuler le vent de refroidissement émis par le ventilateur. Voilà. Donc le ventilateur tourne, il envoie du vent de refroidissement vers le radiateur qui fait équilibrer le vent de refroidissement pour qu'il refroidit toutes les zones de notre processeur. Donc le ventilateur et le radiateur s'appellent le ventirad. D'accord? Alors, généralement, le ventirad, on le trouve aussi sur le microprocesseur central de la carte mère. Alors toujours, quand vous avez un microprocesseur, ce microprocesseur fait beaucoup de traitements et beaucoup d'opérations de calcul par seconde, environ 10 milliards d'opérations de calcul par seconde. Donc automatiquement, il doit être refroidi parce qu'il s'échauffe rapidement. À 5 minutes ou bien 2 minutes, il peut atteindre le seuil de sa température et automatiquement l'ordinateur s'éteint. Alors encore, si vous avez un ordinateur qui démarre, quelques minutes et après il s'éteint automatiquement. Vous voyez Windows et vous pouvez faire bouger la souris et écrire des textes, mais pendant quelques minutes, 2 minutes, 3 jusqu'à 5 minutes au maximum, et après le PC s'éteint, automatiquement, il fallait vérifier le ventirad, mais je ne parle plus de ventirad de la carte graphique, mais je parle de ventirad de microprocesseur central. Et écoutez, s'il tourne ou pas. Parce que peut-être on pourra avoir un blocage à ce niveau qui empêche le fonctionnement normal de notre ventirad. Et ça, c'est pareil aussi pour le ventirad de la carte graphique. Alors là, je parle de processeur graphique, ou bien la GPU, Graphics Processing Unit. C'est quoi tout simplement? C'est un circuit intégré, donc la plupart du temps présent sur une carte graphique, mais pouvant aussi être intégrés
sur une carte mère ou dans un CPU et assurant les fonctions de calcul de l'affichage. Alors bien sûr, vous pouvez avoir des cartes graphiques où il n'y a pas de ventirad. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas vraiment une bonne carte graphique. D'accord? Généralement, les gamers utilisent des cartes graphiques beaucoup plus célèbres comme ATI ou bien NVIDIA GeForce afin de pouvoir traiter et analyser les jeux vidéo qui demandent énormément de capacité en graphisme. Donc, le GPU se charge des calculs spécifiques à l'affichage, notamment l'affichage en 3D, ce qui soulage le microprocesseur de la carte mère. Donc, si vous avez une carte graphique qui ne possède pas de GPU, automatiquement, la carte graphique va utiliser la CPU, c'est pas la GPU, la CPU centrale. Centrale, c'est CPU. Graphics, c'est GPU. Donc, je répète, si votre carte graphique n'est pas dotée d'un microprocesseur, automatiquement, il va utiliser le microprocesseur central. Ben, ça, c'est trop pour un processeur. C'est pour cela qu'il faut laisser tous les traitements qui concernent le graphisme, d'accord, seulement pour le processeur graphique. D'accord? Et actuellement, la plupart des cartes graphiques possèdent des GPU. D'accord? Alors aussi, pour la carte mémoire graphique, bien pour la mémoire graphique, alors chaque carte graphique maintenant, je parle actuellement, possède une mémoire graphique. Alors, pourquoi? Pour ne pas aller utiliser la mémoire centrale. Alors, la mémoire centrale fait les traitements de l'ordinateur en général, mais tout ce qui concerne l'affichage, le graphisme, 3D, sont tous traités par le couple GPU, processeur graphique, et la mémoire graphique qui se trouve. Donc, les deux, normalement, se trouvent à l'intérieur d'une carte graphique. Pourquoi faire tout cela? Pour soulager le système central de la carte mère. Alors, on a aussi le circuit qui s'appelle le RAMDAC, le RAMDAC ou bien Random Access Memory Digital Analog Converter, qui permet de convertir les images stockées dans la mémoire vidéo en signaux analogiques à envoyer à l'écran de l'ordinateur. Et ça, c'est lui qui fait le travail énorme. C'est le RAMDAC qui permet de convertir les signaux électriques en images. D'accord? Et les envoyer vers l'écran. Donc la fréquence du RAMDAC détermine les taux de rafraîchissement, bien nombre d'images par seconde exprimées en Hz que la carte graphique peut supporter. Donc si vous avez une bonne carte graphique, automatiquement vous avez une bonne RAMDAC. D'accord. Ensuite, pour la connectique, lorsque vous voulez acheter un ordinateur aussi, faites attention aux connectiques graphiques. D'accord? Donc, il existe deux grandes familles de connecteurs. Les connecteurs analogiques, VGA ou bien S-Video, d'accord? Et qui sont en voie de disparition aujourd'hui. Et les connecteurs numériques, DVI, HDMI, DisplayPorts, les plus courants actuellement. Donc, ils permettent d'afficher les signaux à l'écran. Donc, le format HDMI est le plus répandu. Donc, dans les ordinateurs, on peut voir des connectiques pour qu'on branche l'ordinateur à l'intérieur avec les écrans. Alors, voyons s'il vous plaît, je vais vous montrer quelques images sur, sur ce qu'on appelle le disque dur.
la connectique de la carte graphique, pardon. Euh, port HDMI. Voilà. Voilà, c'est ça le port HDMI. Voilà une image. Voilà, normalement, c'est celui qu'on utilise maintenant avec les nouvelles télévisions et les nouveaux récepteurs numériques. Vous le connaissez bien sûr. Et le port VGA, c'est l'ancien. Voilà, c'est ça. Généralement en bleu. Aussi, on trouve le port S vidéo. C'est ça. C'est le port S vidéo. C'est aussi ancien. Voilà, donc on peut revenir au cours. Et on va parler maintenant d'un élément très très intéressant qui s'appelle le chipset. Le chipset. Alors le chipset, c'est un circuit électronique qui se trouve collé à l'intérieur, bien sûr, la carte mère. D'accord? Son rôle, c'est quoi? Alors, ce circuit intégré fait normalement le travail le plus important euh, dans un ordinateur. C'est le matériel qui joue le rôle du policier de circulation que je trouve au rond-point. D'accord? Alors, le policier de circulation, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait passer des voitures à un certain moment et après, il interrompt ces voitures pour qu'il passe les autres. À chaque fois, on fait passer les voitures de la rue A et après un certain délai, je leur dis stop avec la main et je passe les autres. C'est lui qui organise donc la circulation routière. Alors, c'est la même chose que fait le chipset. Donc, le chipset, c'est quoi? Comme vous voyez ici, il y a des rues. Ah, pour mieux voir, je vais vous montrer ça sur Google. Chipset, carte mère. Voilà, je cherche des images de grande taille. Voilà. Ok, ok, ok. Voilà. Où est l'image? Voilà, je peux prendre par exemple ça, cette image-là. Euh, Open image in new tab. Voilà. Regardez. D'accord? Alors, si vous voyez bien, vous allez voir que là, il y a des ports USB, ça l'USB, HDMI, VGA, le port réseau et l'alimentation électrique. Aussi, vous voyez ici l'emplacement des deux mémoires principales, des deux RAM. Donc, 1 et 2, généralement, toutes les cartes mères possèdent deux emplacements pour les RAM, les cartes mémoire principales, ou bien la RAM, 1 et 2. Eh bien, on compte la somme, bien sûr, à la fin. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'emplacement de notre processeur. Donc, c'est là où je mets le processeur central, ou bien le CPU, et au-dessus, je mets le ventirad. Et encore, on a un composant très important qui est le chipset. C'est ça. D'accord? Ou bien ça. Là, ce sont des chipsets. On a deux. Alors, qu'est-ce que vous remarquez juste à côté, juste autour du chipset? Enfin, sincèrement, je ne sais pas si vous arrivez à. Pour cela, je vais enregistrer l'image et agrandir encore. Voilà. Voilà, musique.
c'est ça mon image. Donc, j'agrandis un petit peu pour mieux voir les choses. Ah, voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a des lignes. D'accord? Des lignes. Alors, à travers des lignes, on passe des signaux électriques. Et ces signaux électriques font quoi? Ils font tout simplement le transfert des informations. Donc, si vous suivez d'où viennent ces signaux électriques, sûrement vous allez trouver qu'ils viennent de processeur ou bien de la RAM ou bien de la carte graphique ou bien de n'importe quoi, de n'importe quel élément ici. Alors, il n'y a pas seulement ça, mais derrière cette carte mère aussi, il y a des, des lignes électriques. Ça, ce sont les rues. Regardez, tout normalement est rassemblé vers le chipset. Vous voyez? Tout doit passer par le chipset. Donc le chipset, c'est comme le rond-point où il y a le policier de la circulation. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui interrompt le passage de ce côté-là et accepte le passage de ce côté-là. Ou bien même à l'intérieur de ce côté-là, il passe cette ligne, il arrête cette ligne. Et par la suite, il passe cette ligne et elle arrête la première. Donc c'est lui donc, qui joue le rôle du policier de circulation qui se trouve généralement dans les croisements et les ronds-points. D'accord? Alors revenons au cours. Alors en fait j'ai dit l'importance du chipset est apparue avec les processeurs de type Pentium lorsqu'on a commencé à utiliser les Pentium, donc c'est ancien. Alors, c'est lui qui détermine les paramètres comme le fait que votre ordinateur est capable de supporter la SDRAM. D'accord, un bus à 100 MHz ou bien encore un bus de AGP. Donc, encore, ça c'est au niveau du chipset qu'on détermine la performance de notre carte mère. Vous savez très bien que si vous avez une carte mère, bien un ordinateur i3 de première génération, d'accord, un i3 de première génération, là, vous ne pouvez pas, généralement, de faire installer euh, deux barrettes mémoire dont la somme dépasse 8 gigaoctets. Parce que je sais des personnes qui ont essayé d'acheter, qu'ils avaient 4 gigaoctets de mémoire RAM et qui veulent passer vers 12 gigaoctets. Ensuite, ils ont acheté une mémoire de 8 gigaoctets et quand ils ont installé cette mémoire de 8 gigaoctets, il n'a pas détecté la deuxième mémoire. Il reste toujours à 4 gigaoctets ou bien à 8 gigaoctets. Ça, c'est pourquoi? Parce que on dit que la carte mère n'accepte pas plus de 8 gigaoctets. Et qui décide ça? C'est lui, le chipset. C'est lui qui décide tout ça. D'accord? Alors, les fabricants maintenant font un travail énorme pour la promotion des nouveaux chipsets, d'accord? Pour améliorer la génération de l'ordinateur. Donc, c'est au niveau de la carte mère et surtout le chipset qu'on améliore la génération. On dit un ordinateur de 4e génération, de 5e génération, ainsi de suite. Ça, c'est fait au niveau de la carte mère et plus précisément au niveau du chipset. D'accord? Encore, c'est lui qui décide de la vitesse de circulation de l'information à l'intérieur de la carte mère. Donc, toute information qui circule à l'intérieur de la carte mère, c'est lui le responsable de la vitesse. Donc, le chipset d'une carte mère permet le contrôle des échanges d'informations. Il est souvent constitué de deux composants électroniques, le North Bridge et le South Bridge.
ou bien le chipset nord et le chipset sud. Le chipset nord, ou bien le North Bridge, qui gère les échanges entre le processeur, la mémoire vive et la mémoire vidéo. C'est lui responsable de tout ça. Toujours les échanges entre la mémoire vive, la mémoire vidéo et le processeur. Il se trouve à côté de ces trois. Et le South Bridge qui gère les échanges entre les périphériques d'entrée sortie, comme par exemple un scanner, une imprimante, une clé USB, la caméra, les haut-parleurs. D'accord? Donc les chipsets sont des composants essentiels d'une carte mère. C'est pourquoi il est important de choisir une carte mère intégrant un chipset récent afin de maximiser les possibilités d'évolutivité de l'ordinateur. Et là, on parle de la génération. Donc, il faut acheter une nouvelle génération. Donc, à noter que le fabricant du chipset peut être différent du fabricant de la carte mère ou celui du microprocesseur, mais doit être compatible. Donc, ce n'est pas toujours le fabricant du chipset, c'est lui, toujours le fabricant de la carte mère. Mais on peut avoir un chipset compatible d'une autre marque, autre que la marque de la carte mère. Alors maintenant, on passe à la carte mère. Donc l'élément constitutif principal de l'ordinateur est la carte mère. D'accord? En anglais, ça s'appelle mainboard ou bien motherboard. La carte mère est le socle permettant la connexion de l'ensemble des éléments essentiels de l'ordinateur. C'est un gros circuit imprimé avec des puces, des connexions, autres pièces électroniques installées, l'information échangée entre les différents appareils à l'intérieur de l'ordinateur. La plupart de cet échange d'informations se fait à travers la carte mère. Alors regardez. Alors ici, on a le pont nord et le pont sud. Ça, c'est la composition générale d'une carte mère. C'est ça l'architecture générale. Alors, on a un pont nord, ou bien un chipset nord et un chipset sud. On a dit que le chipset nord interconnecte le processeur à travers des bus processeurs. Donc, les bus, ce sont les lignes, ou bien ce sont les chemins qu'on a vus sur la carte mère tout à l'heure. Aussi, il y a les bus mémoire qui peuvent circuler l'information entre le pont nord et la DDR, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 2. Et aussi la carte graphique. Donc ces trois sont regroupés sur le chipset nord. D'accord? Alors maintenant, on a le chipset sud à travers des bus aussi et des connecteurs. Il peut lier les disques durs, les autres cartes d'extension, des caméras, les haut-parleurs, un routeur Wi-Fi, et ainsi de suite. Voilà les composants essentiels d'une carte mère. Ça, c'est une carte mère bureau, pour un ordinateur bureau. D'accord? Là, on voit un processeur, un chipset. Alors, où est le sud et où est le nord? Voilà, c'est ça le chipset nord et c'est ça le chipset sud. Pourquoi ça c'est le nord? Parce qu'il c'est beaucoup plus proche au processeur, la RAM et la carte graphique. Et le sud, c'est beaucoup plus proche aux autres cartes d'extension. Voilà un schéma qui résume les composants d'une carte mère. Vous voyez? Alors, ici, on a des connecteurs d'extension PCI. On a des connecteurs d'entrée-sortie. Et là, on voit les lecteurs audio. On voit aussi des lecteurs HDMI ou bien le lecteur USB. Ça, c'est l'emplacement de la carte graphique. Ça, c'est le socket ou bien le support
du processeur. Ça, c'est le chipset nord, qui est beaucoup plus proche. C'est toujours entre le processeur, la carte graphique et les RAM. Et là, on voit qu'il y a 3 emplacements pour la RAM. Ça, c'est le chipset sud. Et ça, ce sont les connecteurs pour les disques durs et les lecteurs DVD. D'accord? Ça, on l'appelle le BIOS, mais en fait, c'est là où on trouve le BIOS. Ça ne s'appelle pas un BIOS, mais c'est l'emplacement du BIOS. Parce que le BIOS, c'est juste un programme. Ce n'est pas une puce électronique. Dans cette puce électronique que vous voyez, c'est là où on trouve le BIOS. Et donc le BIOS, c'est quoi son rôle? C'est lui qui fait le démarrage de l'ordinateur. Avec lui, on démarre l'ordinateur. Parce que lorsque vous appuyez sur le bouton marche, le premier composant, je répète, le premier composant qui s'exécute, c'est le BIOS. C'est lui qui va chercher s'il y a un problème de matériel. S'il trouve qu'il y a un problème matériel au niveau de la carte graphique ou bien de la mémoire RAM ou autre, il affiche un message et il envoie des signaux sonores, des bips. Sinon, il fait quoi? Tout simplement, j'ai dit, sinon, il démarre, ou bien il cherche dans le disque dur où se trouve le système d'exploitation. Il démarre le système d'exploitation pour que vous voyez Windows au cours de chargement. Et vous voyez votre bureau par la suite. C'est là où le BIOS termine son travail. Alors, on a aussi une pile CMOS. Ça, c'est une pile. Alors, c'est quoi son rôle? C'est elle qui garde les infos, je parle plus des informations, quelques informations qui se trouvent au niveau du BIOS. Parce que au niveau du BIOS, ou bien au niveau de cette mémoire-là, il y a à l'intérieur deux mémoires. Il y a une mémoire ROM, il y a une mémoire flash. Dans la mémoire flash, qu'est-ce qu'on voit? On voit des paramètres, comme la date et l'heure, et la configuration de l'utilisateur. Et aussi les mots de passe. Je ne parle plus de mot de passe Windows, mais le mot de passe de tout le système. C'est le mot de passe de la carte mère, bien le mot de passe du BIOS. Alors tout ça est sauvegardé dans une mémoire qui est volatile. Ça veut dire qu'on peut perdre son contenu s'il n'y a pas d'électricité. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir une mémoire, une petite pile. C'est elle qui alimente cette partie de la mémoire où se trouve le BIOS. Et il y a une autre partie qui est inchangeable. Même s'il n'y a pas de pile, cette partie normalement sera toujours sauvegardée parce qu'elle se trouve dans une mémoire ROM. Et qu'est-ce qu'elle fait? En fait, qu'est-ce qu'elle fait cette partie? C'est elle qui contient le programme principal de démarrage de l'ordinateur. Je répète, une partie du BIOS contient le programme principal de démarrage de l'ordinateur. Donc, si vous ne mettez pas ce programme à l'intérieur de ce type de mémoire, pardon, donc si vous ne mettez pas ce programme dans ce type de mémoire ROM, vous risquez à avoir être attaqué par un virus qui va attaquer cette mémoire-là. Il change le comportement de votre programme de démarrage. Et finalement, vous ne pouvez plus démarrer votre ordinateur depuis ce programme qui pourra être susceptible d'être changé par un virus. C'est pour cela qu'on met toujours ce programme dans une mémoire ROM par le fabricant de la carte mère. Voilà, ça c'est un exercice pour vous. Il faut identifier les composants de chaque élément, pardon, les composants de la carte mémoire. Identifier chaque élément ici. Voilà, vous pouvez avoir
Vous pouvez faire la réponse. D'accord? Voilà, il y a déjà les réponses. Vous pouvez juste vous entraîner. Encore, citer le nom de chaque composant. Le 1, par exemple, c'est quoi? Le 2, c'est quoi? Et encore, ça, c'est, il y a la réponse que vous pouvez voir vous-même. Et finalement, on a terminé le chapitre 2. Alors, concernant ce chapitre, alors, pour les gens, pour les gens qui ont besoin d'une explication de plus, d'accord? Ils peuvent m'envoyer un message sur la plateforme Moodle et je vais fixer un rendez-vous chaque semaine avec les étudiants qui ont des problèmes de compréhension ou bien qui n'ont pas bien saisi une partie du cours. Ok? Et maintenant, on passe au chapitre 2. Donc, le chapitre 2, c'est la représentation des informations. L'objectif, les objectifs de, de ce chapitre, il faut que vous soyez capable de représenter les données numériques et textes en binaire, avoir la capacité de convertir le binaire en autre base, avoir l'habilité de différencier entre les différents formats de compression plutôt des images et vidéos, et finalement être capable de différencier les méthodes de cryptage de données. Alors regardez avec moi cet exemple. Qu'est-ce que vous voyez? Alors on suppose qu'on a cette lampe portant les lettres A, B, C, D, E, F, G. Donc je considère qu'on a des lampes comme ça, où on les a mis sur une mur, d'accord? Sur un mur plutôt, dans une chambre sombre, où il n'y a pas de lumière, d'accord? Une chambre sombre où il n'y a pas de lumière. Donc, on a fait cette disposition comme ça, et on a noté A, B, C, D, E, F et G. Alors, on a fabriqué quoi? On a fabriqué un afficheur 7 segments. Alors, si on vous demande où vous avez vu ce genre d'afficheur, vous allez me dire, oui monsieur, on a vu ça sur les calculatrices, sur les récepteurs numériques, et aussi sur les montres électroniques, ou encore peut-être sur les plaques de remplacement des joueurs dans les matchs de football. Alors, donc à quoi sert cet afficheur 7 segments? C'est tout simplement afficher une information, que ce soit une lettre ou bien un chiffre. D'accord? Alors, supposons maintenant qu'on a allumé toutes les lampes. Quel est le chiffre que nous allons voir? Donc, le A, on met 1. Le B, on met 1. C, 1. Alors, le 1 veut dire allumé. 0 veut dire éteint. Ou bien on peut dire le 1 va dire passage du courant électrique et le 0, pas de courant électrique. Alors, j'ai mis les 1 sur toutes les lampes. Donc, quel est le chiffre que nous allons voir? C'est tout simplement 8. S'il vous plaît, ne faites pas la confusion entre le 1, ce chiffre-là, et les chiffres résultats. Ça, c'est le chiffre compris par l'être humain. Le 1, le 2, le 3. Mais à l'intérieur de l'afficheur 7 segments, on ne trouve jamais le 2, le 3 et le 4 et les 5, et ainsi de suite. On ne trouve que 0 et 1. D'accord? Et quand je parle de système 0-1, on parle d'un code binaire. D'accord? Alors, c'est quoi maintenant le code binaire de 8? C'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 sur
afficheur 7 segments. D'accord? Alors, une question. Donnez le code binaire pour afficher tous les chiffres de 0 à 1. D'accord? Je répète, donnez un code binaire, le code binaire pour afficher tous les chiffres de 0 à 1. Alors, pour le 0, le 0 doit être comme ça. Hein. Donc, toutes les lampes sont allumées sauf le D. Sauf le D. Hein. Donc, on aura 1, 1, 1, 0 à la place de 1 ici, 1, 1, 1. Ça, c'est le 0. Et pour le 1, il est comment? Il est comme ça. Tac, tac. Comme ça. Donc, seulement le C et le F qui sont allumés. Et le A, le B, le D, le E, le G seront à 0. Donc, on aura ici 0, 0. Le C, c'est 1. Le D, 0, 0, 1 et 0. D'accord? Alors, voyons maintenant les choses en détail. Alors, pour le 2, c'est comme ça. Voilà. Alors, quelles sont les lampes qui doivent être éteintes? Seulement le B et le F. Voilà. Le B, 0 et le F, 0. D'accord? Pour afficher 3, comme ça, toutes les lampes doivent être allumées, sauf le B et le E. Donc, le B, 0 et le E, 0. Et le reste, c'est toujours 1. Pour afficher 4 comme ça, imaginez B. Donc, ça, c'est allumé. Donc, ce qui n'est pas allumé, c'est tout simplement A, E et G. A, E, G. Donc, A à 0, E à 0 et G à 0. D'accord? Et bien sûr, vous avez compris, c'est pareil pour 5, 6, 7 jusqu'à 10. D'accord? Maintenant, on aimerait bien donner le code binaire de quelques lettres comme A, E, F, H, L, P. Alors pour le A, c'est comme ça. Donc seulement le G qui est éteint. Voilà, c'est ça. Donc 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Donc c'est pas la peine maintenant de mettre les lettres. Hein. Ça c'est A, ça c'est B, C, D, E, F et G. Donc seulement le G qui est éteint pour avoir A. A comme ça. Tout est allumé sauf le G. Et pour le E, c'est simple. E comme ça. Donc seulement le C et F qui sont éteints. Le C et F. A, B, C. Voilà, C 0. D, E, F. Donc F est 0. D'accord? Et voilà, pareil pour le reste. Maintenant, si on vous demande de donner le code binaire des lettres M et N, qu'est-ce que vous avez remarqué? Pour M, il n'y a pas de méthode pour mettre M. Donc, il faut ajouter une lampe ici, une lampe là. Et pour le N aussi, on ne peut pas. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous pouvez dire qu'on va ajouter aussi des lampes, mais c'est pas, ça devient plus. Ce n'est pas un afficheur 7 segments. 7 segments, ça y est, on a 7 segments seulement. Donc, il est impossible de donner un code binaire pour les lettres M et N, car l'afficheur 7 segments ne suffit pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser un autre afficheur matriciel. Alors, dans l'afficheur matriciel, regardez,
Voilà, il est comme ça. Alors, dans l'afficheur matriciel, il y a plusieurs points. D'accord? Chaque point est composé de 3 lampes. Pardon. Ça, c'est pas le gris. Je ne sais pas pourquoi il a été affiché comme gris. Voilà. Ça, c'est le bleu, normalement. Permettez-moi de changer la couleur. Ça, c'est le bleu. Voilà. Parce que ça, ce sont les couleurs principales. Alors, ça, c'est un point. Pour que le point soit rouge, il faut donner une intensité de 255. Et vous savez que l'intensité de la couleur varie entre 0 jusqu'à 255. D'accord? Alors, on donne 255 au rouge, 0 pour le jaune et 0 pour le bleu. Maintenant, supposons qu'on a donné 255 pour le rouge et 255 pour le jaune. Ça ne devient plus un rouge, mais ça devient l'orange. Maintenant, si vous avez donné 0 au rouge, 255 au jaune et 255 au bleu. Donc, c'est comme si on mélange le jaune et le bleu, ce qui donne le vert. D'accord? Donc, avec ces 3 couleurs, on peut créer plusieurs autres types de couleurs, bien sûr, selon l'intensité que vous avez. Et aussi, avec ça, on peut afficher la lettre M, la lettre N. On peut même afficher en arabe Hamza. On peut afficher une image. Et comme vous avez remarqué, plus on a beaucoup de points et plus que ces points sont trop petites, l'image devient beaucoup plus claire. D'accord? L'image devient beaucoup plus claire. Donc, c'est ça le principe de stockage des images. Et là, je vais vous montrer encore un exemple sur image matricielle. Voilà, je suis déconnecté. Il n'y a plus de connexion, quoi. Voilà, les images matricielles. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est une image matricielle. Là, on a zoomé sur une partie de l'image. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez deviner ça? C'est qui? C'est la, hein? C'est la Joconde. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les points sont beaucoup plus grands. Si vous avez de petits points, très petits points, pardon, très petits points, alors là, vous allez voir que l'image est beaucoup plus fine et claire. Vous pouvez même voir le nez, les yeux, la bouche et ainsi de suite. Mais puisque on n'a pas ça, donc on peut dire qu'on a une faible résolution. Donc c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle la résolution. Alors ici, on a une faible résolution. C'est pour cela, on voit les choses comme ça. D'accord? Encore, on a augmenté un petit peu la résolution. On a commencé à voir les yeux, le nez et la bouche. Voilà. D'accord? Alors, plus vous avez de petits points, beaucoup plus petits, plus la résolution devient beaucoup plus élevée. D'accord. Maintenant, donnez une méthode
pour représenter les sons, l'audio. Alors, pour représenter l'audio, alors on a vu maintenant comment représenter les chiffres, c'est toujours avec un code binaire, et comment représenter même les images. Regardez, ça c'est une image. D'accord? Comme on a vu dans l'image de la Joconde. Alors, c'est quoi le code binaire de ça? C'est, puisque chaque point contient des couleurs, et chaque couleur contient un code binaire. Donc, on aura ici une suite de 0,1, une suite de 0,1, une suite de 0,1, une suite de 0,1. Et finalement, on aura plusieurs, vraiment une série très très longue de 0 et de 1. Et c'est ce qu'on appelle le code binaire. De même, si on vous demande de donner une méthode pour représenter le son, vous savez très bien que le son est tout simplement un ensemble d'ondes, d'accord, qui peuvent être représentées comme ça. Alors, on divise l'intervalle de temps en plusieurs morceaux. Si cela est une seconde, entre ce point et ce point-là est une seconde, on peut le diviser en plusieurs morceaux pour obtenir ici des millisecondes, soit des millisecondes comme ça, d'accord? Et dans chaque milliseconde, on renvoie la valeur. Par exemple, ça c'est 0. Et dans cette milliseconde, la première milliseconde, on a combien? On a 3. Donc on a passé à y égale à 3. Alors dans cette milliseconde, on a passé à y égale à 5. D'accord? Et ensuite, plusieurs autres valeurs. À chaque fois, on note une valeur. À chaque fois, on note une valeur. Par exemple, ça c'est moins 4. Donc finalement, qu'est-ce qu'on aura? On aura pour le premier point ici, 0, suivi de 3, suivi de 4, suivi de 5, le 5 suivi aussi de 4, puis suivi de 3, et ainsi de suite. Donc finalement, on aura une suite de chiffres, d'accord? Bien de nombres, une suite de nombres, et chaque nombre pourra être représenté en binaire, comme on a vu tout à l'heure avec l'afficheur 7 segments, et même ici, cette méthode-là permet même le stockage et l'affichage, les deux. Donc on peut avoir ici 1, on peut avoir 12, on peut avoir 143, et ainsi de suite. Voilà, donc je vais laisser cette partie jusqu'à la semaine prochaine. Donc là, nous allons parler des unités de stockage. Nous allons parler du bit, l'octet, le kilo-octet, le mégaoctet, jusqu'au iota-octet. D'accord? Mais juste pour l'information et que on a changé les unités. Donc maintenant, ça ne s'appelle pas un kilo-octet. Parce que généralement, dans toutes les sciences, le mot kilo signifie 1000. D'accord? Le mot kilo signifie 1000. Et ça, c'est une unité universelle. Dans la physique, dans la chimie, dans les maths, sauf l'informatique qui a donné 1024. D'accord? Donc, les scientifiques des autres matières ont dit que, s'il vous plaît, nos chers informaticiens, essayez de ne pas changer les choses. 1 kilo veut dire 1000 et pas 1024. C'est pour cela, nous les informaticiens, on a changé le kilo-octet par le kébi-octet. Et pour être sûr de ce que je suis en train de dire, il fallait juste appeler, ou bien démarrer la calculatrice de Microsoft, comme ça. Et vous allez vers Données, voilà, choisir Données, voilà, en bas. Et vous pouvez convertir. Alors, qu'est-ce que vous voyez? En haut, on a l'unité la plus petite, c'est le bit, suivi de l'octet, le kilo bit et le kibi bit. Le kilo-octet et le kibi-octet.
Donc, si le kibioctet égale à 1024, le kilo-octet, normalement, est 1000. Mais je sais bien que la plupart, jusqu'à maintenant, utilisent la convention kilo. Mais en fait, c'est kibi, c'est pas, non, c'est pas kilo. D'accord? Là, je vais peut-être changer les choses par la suite. Alors, merci pour votre présence et on se verra, Inch'Allah, pour la prochaine séance. Et comme je viens de dire tout à l'heure, si vous avez des questions, d'accord, vous pouvez demander un rendez-vous et moi, je vais organiser un rendez-vous pour les gens qui, euh, qui veulent, euh, qui veulent encore poser des questions. Merci et à la prochaine séance. Au revoir.